Bonjour. 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 Vous êtes Marion Maréchal, vous êtes née en décembre 89 à Saint-Germain-en-Laye. Vous avez été députée du Front National, puis vous avez rejoint le parti Reconquête d'Éric Zemmour après un retrait de la vie politique pour fonder une école qui est l'ICEP, Institut des sciences économiques et politiques, je crois que c'est à Lyon. Tout à fait. Vous êtes aujourd'hui candidate aux élections européennes en tant que tête de liste La France fière. Donc, la France fière, il y a le parti Reconquête d'Éric Zemmour et il y a d'autres intervenants sur cette liste. Il y a 81 candidats, comme Oui. sur toutes les listes. C'est la liste en fait de Reconquête, donc du parti D'accord. d'Éric Zemmour, D'accord. et donc qui se présente pour la première fois aux élections européennes après maintenant 3 petites années d'existence. D'accord. Merci pour cette précision. Alors nous, Europa Nova, nous travaillons au quotidien sur l'Europe. Nous avons réuni des leaders d'opinion européens, donc il n'y avait que 2 Français sur 50, des citoyens aussi, pas que des leaders d'opinion, pour réfléchir sur les prochaines priorités européennes à l'horizon 2040. C'est ce rapport qui s'appelle Europe se joue dès aujourd'hui, puisque là on est en pleine fabrication, co-fabrication de l'agenda européen, agenda européen qui est en train de se construire, et le mois de juin va être un mois chargé en élections européennes et surtout en fabrication des prochaines priorités. Donc nous en avons 17, nous sommes pour une Europe inclusive, pour une Europe plus dynamique aussi au niveau économique, pour une Europe plus démocratique. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que c'est un exercice de démocratie peut-être qui manque à l'Europe, qui est très centralisé et puis focalisé sur Bruxelles, et surtout sur finalement des personnalités politiques, souvent dirigeantes de partis, mais les plus petits candidats sont relativement peu mis en valeur. Donc merci à vous. Et vous, dites-nous quelles sont vos 3 priorités pour le futur européen à moyen terme et à long terme. Oui, écoutez, alors déjà pour me positionner un peu, alors j'ai survolé en effet votre document. Moi, je ne vais pas vous cacher qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur notre vision de l'Europe, mais c'est comme vous dites, c'est le jeu. On est là pour en parler. C'est la démocratie, et c'est vrai que moi, typiquement, je m'inscris totalement à rebours de aujourd'hui l'offre voulue par Emmanuel Macron et ses alliés, qui en effet défend l'idée, lui, d'un super État fédéral européen, d'un président européen, d'un ministre des Affaires étrangères européen, d'une armée européenne, d'une diplomatie européenne, de nouvelles compétences partagées avec l'Union européenne, je pense à l'école ou à la santé, ou encore à la volonté d'élargissement à 35. C'est vrai que moi je considère aujourd'hui que nous avons déjà beaucoup à faire à 27, beaucoup de choses à corriger, beaucoup d'orientations à revoir, et parmi les 3 priorités, si je devais vous en citer, qui me tiennent à cœur, la première, c'est de répondre à ce que je considère moi être la première menace existentielle qui pèse aujourd'hui sur le continent européen, à savoir la submersion migratoire et son corollaire qu'est l'islamisation. Et donc pour ce faire, on propose, nous, une triple frontière qui se décline en plus d'une dizaine de propositions, qui veut d'abord une protection au niveau national avec une réforme de l'espace Schengen, donc une libre circulation réservée aux Européens, une réforme du droit d'asile avec une réduction aujourd'hui, plutôt une augmentation de la liste des pays sûrs, une réforme, une protection aux frontières physiques européennes avec la défense de l'idée d'un blocus naval en Méditerranée qui intercepterait les bateaux pour ensuite les ramener sur les côtes extra-européennes, sur le modèle de l'opération Sophia, ou encore une frontière, pour le coup, à l'extérieur des frontières européennes, qui consisterait à financer des centres d'accueil dans les pays de départ notamment, et la conditionnalité des aides au développement aux pays qui en bénéficient, en leur expliquant que s'ils veulent pouvoir bénéficier de ces aides, il faut qu'ils s'engagent à octroyer les fameux laissez-passer consulaires qui permettraient de renvoyer les clandestins. Pour vous exprimer cela très rapidement. La deuxième chose, c'est de lutter aujourd'hui contre la subversion islamiste à l'œuvre et au sein de l'Europe, et qui est bien souvent, disons-le, alimentée par une forme de complicité ou de naïveté de la Commission, qui par exemple a des relations privilégiées avec des organismes ou des associations comme le FEMISO, proche aujourd'hui des frères musulmans, et qui est à l'origine de cette fameuse campagne publicitaire, vous en souvenez peut-être, dans laquelle on voyait des femmes voilées expliquant que le hijab, la liberté est dans le hijab. Et donc moi je considère qu'il faut porter au niveau européen, par exemple, l'interdiction d'organisations islamistes telles que celle des frères musulmans sur le modèle autrichien. Enfin, troisième chose, s'opposer aujourd'hui à l'ensemble des textes en suspens que sont le Green Deal, et qui sont selon moi un logiciel écologique qui est celui de, en effet, l'interdiction, la réglementation, la punition, là où moi je souhaite défendre une écologie plutôt de l'incitation, de l'innovation,
et donc porter notamment une politique énergétique différente. Merci. Sur l'élargissement de l'Union européenne, vous en avez déjà parlé, vous êtes contre. Sur la défense européenne, quel est votre point de vue? Une défense qui resterait nationale, une défense plus européenne? Et si oui, finalement, quel rapport aussi avec des institutions comme l'OTAN ou d'autres institutions mondiales? Quel est votre projet pour la défense, la guerre s'étant invitée Alors, plus qu'à nos portes, dans l'Europe? Très simplement, moi je considère qu'aujourd'hui, l'armée, la défense comme la diplomatie, cela évidemment allant ensemble, doit rester une prérogative souveraine et nationale pour des raisons d'indépendance, d'autonomie. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui les limites aujourd'hui de l'illusion d'une diplomatie européenne, les différentes nations européennes n'ayant pas les mêmes traditions diplomatiques, les mêmes intérêts, la même lecture évidemment des conflits géopolitiques, les mêmes alliances. Voilà, et moi je tiens à l'indépendance de la France sur ce sujet, et je considère qu'aujourd'hui, renforcer la défense européenne, ça n'est pas tant substituer une défense nationale à une défense, plutôt une défense européenne à une défense nationale, c'est à l'inverse, renforcer la défense nationale française. Et donc la réponse, elle est pour moi d'abord dans le fait d'investir dans l'armée européenne, dans l'armée française, de faire en sorte qu'il y ait 3% du PIB qui soit consacré aujourd'hui à notre défense nationale, le fait d'augmenter les commandes publiques sur le long terme pour donner de la visibilité à nos industriels, le fait d'organiser des véritables relocalisations de certaines filières stratégiques comme par exemple les munitions, et puis évidemment il faut défendre cette idée de prioriser l'orientation des crédits européens sur l'achat de matériel européen, parce que c'est vrai que depuis 2 ans, on voit qu'à peu près 80% de l'achat de matériel au sein de l'Union européenne est sur de matériel extra-européen. Donc ça, c'est une discipline, mais je crois une fois de plus que l'enjeu, c'est d'augmenter la production industrielle en Europe, dans les différents pays. Donc là, pour moi, l'Union européenne peut avoir un rôle d'orientation, de coordination, mais ne veut pas se substituer par une soi-disant armée européenne. Mais une réindustrialisation de l'Europe, notamment sur de l'innovation dans le domaine des armes. Oui, mais moi par exemple, je ne suis pas du tout opposée à ce qu'il puisse y avoir des achats groupés qui soient organisés au niveau européen pour du matériel, mais une fois de plus, cela doit se faire dans le respect de la prérogative nationale en matière de défense des différents pays, ce qui implique bien sûr que de toute façon, on ne remet pas en cause notre appartenance à l'Alliance Atlantique et donc à l'OTAN, mais néanmoins on se donne les moyens de plus d'autonomie en termes de matériel sur le sol européen et en termes de production, ce qui nous permettrait d'ailleurs de nous libérer d'un certain nombre de réglementations extraterritoriales européennes, notamment ITAR, qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis peuvent par exemple avoir un droit de regard sur nos exportations à partir du moment où on utilise un composant américain, et donc ça c'est un véritable enjeu de souveraineté et d'indépendance. L'achat groupé des armes existe déjà, c'est une instance qui s'appelle l'OCAR à Bonn, mais qui est assez petite, elle ne concerne pas exactement les 27, ils achètent de l'armement qui n'est pas extrêmement innovant. Donc il y a en tout cas il y a probablement une piste de travail à l'échelle européenne. Tout à fait, à améliorer de ce point de vue-là, tout à fait. D'accord. Sur l'harmonisation du droit en Europe, que ce soit dans le droit privé ou le droit des affaires, aujourd'hui, rien n'est européanisé. Par exemple, un couple mixte, je ne sais pas, une Allemande qui est mariée avec un Français, ils divorcent, c'est un petit peu la guerre, malheureusement, par exemple, pour les enfants qui grandissent, et il n'y a pas vraiment de prise en compte, par exemple, dans l'exécution finalement des décisions de justice par un pays ou un autre. C'est un peu la guerre. Et il n'y a pas aujourd'hui donc d'harmonisation de ce droit. Dans le droit des affaires, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui veulent croître en Europe, mais il y a des directives, des règlements dans chaque pays qui sont même complexes à comprendre, même pour les entrepreneurs, notamment les petits entrepreneurs. Donc par rapport à ça, est-ce que vous êtes pour l'harmonisation du droit européen ou pas ? Qu'est-ce qui doit rester à la maille nationale? Est-ce qu'il y a des sujets qui peuvent être portés au niveau européen? Donc ça, c'est une question. Alors écoutez, moi j'ai 34 ans, ça fait 34 ans que j'entends en effet cette perspective de l'harmonisation, en particulier fiscale et sociale. Bon, moi je pense
c'est un serpent de mer, d'autant plus quand aujourd'hui on projette d'élargir à des pays comme la Moldavie qui ont 50 € de salaire minimum par mois, ou même l'Ukraine de 150 € par mois. Et par ailleurs, moi je ne souhaite pas aujourd'hui que l'Union européenne s'empare de nouvelles compétences. Je ne souhaite pas que l'Union européenne puisse avoir son mot à dire en matière de droit fiscal, de droit du travail ou de droit des affaires. Moi, ce que je constate, c'est quand l'Union européenne s'empare de ces sujets, je le vois notamment dans le droit du travail, ça finit avec la potentielle remise en cause, par exemple, de nos statuts de pompiers volontaires, ça finit avec, dorénavant, des arrêts maladie qui sont comptabilisés comme des congés payés. Donc je ne suis pas absolument certaine de ce bénéfice, et surtout, puisqu'on parle de compétitivité et d'aider notre économie européenne à se développer, je considère qu'il y a bien d'autres choses à faire en priorité. Par exemple, le fait d'arrêter le tsunami réglementaire et normatif qui s'impose à nous, qui coûte, d'après l'IFRAP, rien que pour les normes européennes, à peu près 20 milliards d'euros par an à nos entreprises, 12 nouvelles obligations par mois. Moi, je suis pour la sobriété normative, donc je considère qu'on devrait avoir cette discipline de dire pour une norme adoptée, 2 devraient être supprimées, en se concentrant évidemment sur l'essentiel. On sait par exemple que le Green Deal annonce la directive CSRD, qui là va être une contrainte extrêmement lourde, avec la nécessité de mettre en place un bilan carbone, y compris pour des très petites entreprises. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne manière aujourd'hui de faciliter la compétitivité de nos entreprises. On pourrait également arrêter le sabotage organisé de notre industrie européenne. Je pense notamment à cette interdiction voulue en 2035, vous savez, des voitures à moteur thermique, qui est une manière directe de favoriser l'industrie automobile chinoise, qui a 10 ans d'avance sur nous sur les automobiles électriques, et qui surtout va remplacer une dépendance pétrolière qui existe, mais par une dépendance minière qui pourrait être encore plus critique, alors même que nous devrions, si nous voulons viser par exemple la souveraineté énergétique du continent européen, faciliter l'exploration et l'exploitation minière de l'Europe, très contrainte aujourd'hui, et d'ailleurs s'autoriser même l'exploration sur le plan du gaz de schiste, qui aujourd'hui est totalement interdite. Il faudrait faciliter les aides d'État, aujourd'hui qui sont très contraintes et dont les plafonds sont très limités. Il faudrait avoir une politique concurrentielle beaucoup plus défensive, aujourd'hui avec des marchés qui sont exposés à une concurrence déloyale qui est massive pour notre industrie, et notamment vis-à-vis de la Chine. Alors il n'y a pas de traité de libre-échange avec la Chine, mais on le voit sur les industries automobiles, c'est 10% de droits de douane contre 27% hier aux États-Unis et 100% aujourd'hui. Donc voilà, je pense que si vous voulez, avant de parler de cette harmonisation et toutes les limites que ça peut représenter, parce que l'harmonisation par le bas, par le haut, enfin voilà, c'est toujours, commençons déjà par traiter ces sujets, parce que là c'est des enjeux directs qui touchent à la compétitivité de nos entreprises. C'est très clair, vous avez eu un mandat, vous avez été député déjà, donc vous avez cette expérience, et je voulais savoir l'action dont vous êtes le plus fier dans le cadre de ce mandat politique. Alors moi j'ai été députée nationale, oui. pas oui. Européen, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de combats, mais je pense que j'ai tenté d'être cohérente, y compris sur des sujets qui aujourd'hui reviennent à l'ordre du jour. On a beaucoup parlé par exemple de ce traité de libre-échange, le fameux CETA avec le Canada, donc je considère qu'aujourd'hui il n'y a pas d'ailleurs de clause de réciprocité dans ce traité. On voit bien d'ailleurs que la France est déjà au maximum de l'utilisation de ses quotas, là où le Canada ne les a pas encore utilisés, et donc on s'expose en effet, notamment sur le plan agricole, à demain une concurrence extrêmement féroce dans ce domaine, notamment en matière de viande. Et donc typiquement, moi dès l'époque, je m'étais opposée, j'avais alerté sur les risques de ce traité de libre-échange, et donc l'un des sujets sur lesquels je suis fière. Merci. Le traité de Lisbonne a consacré la primauté des États membres. Quel bilan faites-vous de l'Europe des nations ? Alors, il y a des candidats à qui je demande s'ils sont fédéralistes ou est-ce qu'ils sont frexiteurs. Est-ce que vous pouvez être très clair sur finalement votre projet européen, même jusque dans sa gouvernance, dans son futur, comment au niveau de la structure européenne actuelle, vous voyez les choses, quelle est votre vision dans la construction, dans la déconstruction, quel est votre, très clairement, est-ce que vous pouvez être très... Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors, voilà. Je n'ai pas tout à fait votre lecture sur le traité de Lisbonne, parce que moi, j'y vois pas tellement la consécration des nations, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je considère qu'aujourd'hui, il y a un déficit démocratique, en effet, dans le fonctionnement actuel de l'Union européenne. Typiquement, moi, je considère que la Commission devrait devenir un secrétariat général du Conseil européen, et non plus aujourd'hui l'instance qui a l'initiative législative telle que c'est le cas aujourd'hui. Je considère d'ailleurs que l'initiative législative devrait revenir exclusivement au Conseil européen, qui pour moi est l'émanation la plus légitime des gouvernements nationaux, alors que le Parlement, lui, évidemment, pour le coup, a une légitimité démocratique
indéniable. Et puis c'est vrai que moi, ma vision mais en général de l'Europe, c'est ce qu'on pourrait appeler une Europe à la carte. Je considère qu'aujourd'hui, l'Union européenne manque de souplesse, qu'on devrait pouvoir avoir différents niveaux d'intégration à 27 et accepter que certains mettent certaines compétences en commun et pas nécessairement l'intégralité, parce que tout le monde n'y a pas intérêt et on voit bien la limite de l'exercice aujourd'hui à 27 pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est la vision, on va dire, institutionnelle que je porte. Et puis je souhaite aussi que l'Union européenne arrête, et la Commission en particulier, arrête d'outrepasser bien souvent les traités comme elle le fait. On l'a vu en matière de santé, on l'a vu en matière de diplomatie étrangère notamment, on l'a vu dans la lecture de certains articles au prétexte des valeurs européennes qui consistaient à vouloir sanctionner des pays dont les gouvernements conservateurs ne plaisaient pas à la politique de la Commission. Donc voilà, revenir à la lecture stricte des traités me semble quand même une chose souhaitable. Merci, c'est clair. Enfin, une dernière question, beaucoup plus personnelle. Vous êtes une femme, il y a moins de femmes dans cette élection européenne. Vous êtes jeune, puisque vous avez la trentaine. De moins en moins, mais oui, encore. Vous êtes jeune et vous représentez un parti, Reconquête, qui notamment défend le grand remplacement, qui est une théorie qui est née dans les années 50 par 50-60. Pour moi, ça c'est le XXe siècle. Vous êtes une femme du XXIe siècle. Donc, en tant que jeune politique engagée, comment vous vous situez par rapport à ces théories qui viennent finalement du siècle dernier? Alors, et aussi, quel est du coup votre... Enfin, est-ce que vous partagez ça ou pas? Parce que c'est quand même une des théories défendues par Reconquête. Et aussi, quelle finalement est votre motivation personnelle, peut-être dans l'enfance ou votre histoire, qui fasse qu'aujourd'hui, vous voulez porter un mandat européen? Quelle histoire, est-ce que vous avez une histoire européenne ou pas? Certains candidats n'en ont pas, et voilà, et on en a parlé. Certains en ont, un peu, beaucoup, passionnément. Comment vous vous situez aussi par rapport à ça? Alors bon, déjà, moi je réfute cette idée que le grand remplacement serait une théorie. C'est pas une théorie intellectuelle, c'est un fait statistique. Voilà, depuis 2022, il y a en Europe plus de migrants qui rentrent sur le sol européen que d'enfants qui naissent sur le sol européen. Il suffit de regarder les statistiques de l'INSEE aujourd'hui sur les entrées d'ailleurs légales comme illégales, sur les courbes statistiques et démographiques. Donc il y a aujourd'hui un changement de population dans de nombreuses parties du territoire français qui a pour corollaire un changement de pratiques culturelles, une islamisation du pays avec beaucoup de conséquences. Il suffit de regarder les témoignages sur les offensives islamiques dans nos écoles publiques, témoignages de professeurs, de proviseurs, le retour aujourd'hui de crimes d'honneur sur le sol français. Souvenez-vous, cette petite Tchadienne qui s'est fait tondre par sa mère et dont le petit ami a été torturé, ce jeune homme qui a été tué par les frères de sa compagne pour des raisons d'honneur, 7% des femmes en Seine-Saint-Denis qui sont aujourd'hui excisées, 200 000 mariages forcés, 180 000 couples polygames, enfin voilà, je veux dire, tout ça, ça existe en France et c'est indéniable. Et aujourd'hui, si je me bats contre cela, c'est parce que je vois les conséquences dramatiques et très actuelles de l'immigration de masse sur la société française. Conséquences culturelles, identitaires, conséquences sécuritaires. Je vais vous donner quelques chiffres, une fois de plus, c'est pas les miens, c'est ceux du ministère de l'Intérieur. 77% des violeurs de rue interpellés à Paris sont d'étrangers. 77%. Voilà, une grande majorité également, témoignage du préfet des Alpes-Maritimes, des jeunes qui sont aujourd'hui interpellés dans le cadre du trafic de drogue dans le quartier des Moulins à Nice sont des mineurs isolés. Chiffre de Gérald Darmanin, 50% de la délinquance à Paris et le fait d'étrangers, 50% à Marseille. Vous voyez, donc je veux dire, c'est un fait statistique majeur, voilà. Et donc moi, si je suis engagée sur ces sujets, c'est parce que je veux protéger les Français de cela, et puisque j'ai 2 petites filles de 2 et 9 ans, et je souhaite qu'elles puissent grandir dans une France qui reste culturellement française, avec toutes ces valeurs à laquelles je suis très attachée, la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité homme-femme, la beauté de ses racines chrétiennes, et que tout cela est menacé aujourd'hui par cela. Et en ce qui concerne l'Europe, moi j'ai on va dire une histoire européenne personnelle, puisque ce que j'ai d'européen dans ma vie, c'est mon couple. Mon mari est italien. Et mon mari se trouve eurodéputé italien, donc lui aussi engagé en politique. Il fait d'ailleurs campagne en ce moment en Italie en parallèle de ma campagne, ce qui est amusant. Et donc d'une certaine manière, nous nous battons ensemble pour cette vision de l'Europe qui nous rassemble, parce que moi je pense que l'idée européenne est une belle idée, si tant est une fois de plus qu'elle se concentre sur ce qui m'anime moi, c'est-à-dire la défense, la protection de notre civilisation commune, et de la prospérité et de son indépendance et de sa souveraineté. Et
de ce point de vue-là, je considère qu'aujourd'hui, les promesses de l'Union européenne ne sont pas remplies. Et je n'ai en effet des solutions différentes à celles que vous proposez. Mais enfin, voilà, ça c'est le jeu européen. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Merci la à vous. démocratie.